Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Média Business Télévision, dont voici les grands titres. La tripartite de Luanda sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo vient de se terminer mercredi soir par l'établissement d'une feuille de route sur la relance de la commission mixte RDC-Rwanda. C'est depuis une année que les chercheurs de la République démocratique du Congo et de la République des Guinées ainsi que de partenaires du Centre de coopération internationale en santé et développement du Canada travaillent sur le projet d'Operaus, dont l'objectif consiste à décentraliser et rendre opérationnelle les plateformes pour une approche d'une seule santé. Encore une fois de plus, bonsoir. La tripartite de Luanda sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo a pris fin mercredi soir par l'établissement d'une feuille de route sur la relance de la commission mixte RDC-Rwanda. Cette rencontre s'est clôturée par un point de presse, question d'éclairer l'opinion sur le clause consenti entre les trois présidents africains. Regardez. Une rencontre décisive qui devrait marquer un tournant dans le cycle infernal de violence qui meurtrit les populations de l'Est de la République démocratique du Congo. La tripartite de Luanda sur la situation sécuritaire à l'Est de la RDC s'est terminée ce mercredi soir par l'établissement d'une feuille de route sur le processus de pacification de la région Est de la RDC. Tout commence par une rencontre à trois entre les présidents Joao Lourenço, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame. Pas de communiqué final, mais un point de presse commun des trois présidents et une volonté commune affichée de faire baisser la tension entre les deux voisins. L'objectif central étant de restaurer la confiance perdue entre Kinshasa et Kigali par l'instauration d'un dialogue et d'une concertation permanente établie sous l'égide de la CIRGL et du processus de Nairobi dans le cadre de la Communauté d'Afrique de l'Est. Concrètement, cela se fera graduellement via l'application de la feuille de route qui permettra au final, si chacun respecte vraiment ses engagements, de réchauffer les relations politiques, diplomatiques et économiques entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ce que je peux dire à propos du contenu de la réunion de ce jour est que de part et d'autre, il y a eu en tout cas l'intention manifeste d'avancer et de mettre fin à cette crise. Comme l'a dit le président Lourenço, il s'agit de rétablir la confiance entre nos deux pays et surtout nos deux peuples. Une confiance qui a malheureusement été rompue alors que, à mon sens, tout allait bien dans la voie de la normalisation entre nos deux pays. Je m'étais entrepris en tout cas de tirer un trait sur le passé dès mon arrivée à la tête de la République démocratique du Congo pour envoyer un signal fort, non seulement au Rwanda seul, mais à tous nos voisins, à toute la région, de mon intention d'avoir des relations désormais tournées vers des échanges profitables à nos pays, à nos populations, et de regarder plutôt vers le développement de cette région qui, à mon sens, est l'une des plus riches d'Afrique, plutôt que de verser dans des tensions inutiles comme on a pu l'observer dans le passé. À court terme, la nouvelle donne passe par la relance de la commission mixte RDC-Rwanda. La première rencontre de cette commission mixte, cadre de dialogue permanent entre les deux pays, est prévue incessamment dans la capitale angolaise. Mais dans l'immédiat, la feuille de route prévoit la cessation des hostilités et le retrait sans condition du M23 de ses positions en République démocratique du Congo. Qui est
en mon pouvoir pour faire avancer la situation, sortir mes compatriotes de cet enfer qui dure déjà depuis une vingtaine d'années, lequel enfer a été encore aggravé par cette situation regrettable du M23, un groupe armé qui pourtant était déjà en discussion avec nous à Nairobi, mais dont le comportement est totalement inexplicable, car je ne peux pas comprendre que des gens qui ont une revendication et dont l'interlocuteur est à disposition pour écouter leurs revendications puissent à nouveau reprendre les armes, comme pour exercer une sorte de chantage ou de pression. Donc j'espère vraiment et j'attends de ce processus qu'il apporte le cessez-le-feu immédiat et le retrait de ce groupe du M23, en attendant évidemment que l'on mette en marche la feuille de route qui amènera un processus de paix, de stabilité et de confiance. À la clôture des travaux de la 4e phase de la commission technique mixte chargée de la réforme du mode des gestions de consommation d'eau et d'électricité des instances officielles et ayant droit, la ministre d'État, ministre du portefeuille, princesse Adel Kaïnda, a noté avec satisfaction de l'arrêté interministériel devant déterminer les critères d'éligibilité à la prise en charge par le Trésor public des consommations d'eau et d'électricité. Regardez. Cet arrêté interministériel aura comme spécificité la suppression pure et simple de la notion d'ayant droit, les paiements par les bénéficiaires de logements à charge du Trésor public, des factures de leur consommation d'eau et d'électricité, la non prise en charge par le Trésor public, des consommations d'eau et d'électricité des édifices abritant les institutions politiques, les services publics et établissements publics relevant de provinces et des entités territoriales décentralisées, la fixation sans équivoque de la liste des bénéficiaires de la prise en charge de consommation d'eau et d'électricité. La ministre d'État du portefeuille a rendu hommage au président de la République Félix Antoine Tshisekedi, dont les œuvres se concrétisent au jour le jour dans la marche du pays vers son développement. Sur une approche réaliste et optimiste, se décline en termes d'actions, mesures et stratégies qui ont été sélectionnées en fonction de leur impact et de leur visibilité. Je reste convaincu qu'il s'agit là de l'expression irréfutable de cette volonté, défiant toute épreuve pour la recherche de solutions idoines aux multiples et épineuses préoccupations des entreprises du portefeuille de l'État. En cet heureux événement de ce jour, je me dois de saluer particulièrement la franche collaboration entretenue avec mon collègue, Son Excellence, Monsieur le ministre d'État en charge du budget, pour son implication personnelle dans la concrétisation de cette phase de travaux de la commission technique mixte, en dépêchant une forte délégation de plus proches collaborateurs. Le succès incontestable de cette 4e phase doit beaucoup à la participation active de ces derniers. Que tous les autres membres du gouvernement présents à cette rencontre, en particulier leurs excellences des ministres en charge des ressources hydrauliques et de l'électricité, ainsi que des finances, trouvent ici l'expression de ma reconnaissance sincère pour leur engagement, sans ménagement dans la réussite totale, entièrement partagée des travaux de cette commission technique mixte. Elle a remercié le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui, selon elle, n'a pas hésité un seul instant d'accepter de présider personnellement la cérémonie de clôture officielle de travaux de la commission technique mixte malgré ses multiples et lourdes charges d'État. Tout en remerciant les 3 interventions
qui m'ont précédé et qui ont pu donner les détails des travaux exécutés dans le cadre de cette commission. Je voudrais mentionner que c'est avec plaisir que j'ai répondu à l'invitation de Madame la ministre d'État, ministre du Portefeuille, pour clôturer officiellement la 4e phase des travaux sur la problématique de la consommation d'eau et d'électricité des instances officielles et des ayants droit. La conférence de presse centrée sur la conclusion satisfaisante de la 2e revue du PEJ, appuyée par la FEC, a été tenue mercredi 6 juillet, conjointement par leur Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget, ministre des Finances, Madame la vice-ministre des Finances, Madame la gouverneure de la Banque centrale, ainsi que le représentant président du Fonds monétaire international, Olivier Mackay. Animés conjointement par leurs excellences, messieurs le ministre d'État, ministre du Budget, messieurs le ministre des Finances, madame la vice-ministre des Finances et madame la gouverneure de la Banque centrale du Congo, ainsi que messieurs le représentant résident du Fonds monétaire international, la conférence de presse tenue ce mercredi 6 juillet 2022 est centrée sur la conclusion satisfaisante de la 2e revue du PEJ appuyée par la FEC. En ce qui concerne les finances publiques, l'exécution du budget de l'État au 30 juin 2022 est relativement satisfaisante dans un contexte de fragilité marqué au niveau international par les efforts de la guerre en Ukraine et au niveau national par les effets de la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. La performance avérée concernant la mobilisation des recettes domestiques occasionnée notamment par l'embellie de cours de produits miniers et la poursuite des efforts du gouvernement pour la mobilisation accrue des recettes publiques, l'amélioration de la qualité de la dépense publique en recourant davantage aux procédures standards de la chaîne de la dépense publique tout en réduisant les niveaux de dépenses d'urgence. Quant aux retombées de cette 2e revue, c'est d'abord le décaissement immédiat de 203 millions de dollars américains d'appui à la balance de paiement qui vont conforter les réserves d'échange à la Banque centrale du Congo. C'est aussi l'accélération de l'utilisation de DTS avec un décaissement supplémentaire de 211 millions de dollars américains en faveur du programme de développement local des 145 territoires. Il faut également noter l'octroi le 23 juin dernier par la Banque mondiale d'un appui budgétaire de 250 millions de dollars américains qui n'aurait pas eu lieu dans un programme formel avec les FMI. Le dernier appui budgétaire de cette institution remontant à l'année 2005. Malgré un environnement difficile et incertain, que ce soit sur le plan externe, la guerre en Ukraine et ses conséquences, que ce soit sur le plan domestique avec notamment ce qui se passe, les problèmes sécuritaires dans une partie du pays. Malgré cela, l'économie de la RDC fait preuve d'une très bonne résilience. On a eu plus de 6% de croissance l'année dernière en 2021 et cette année, malgré cet environnement difficile, on est encore sur cette tendance de l'ordre de 6% pour 2022. Et dans le cadre de la 2e revue, nous avons aussi constaté les progrès qui étaient faits en termes de mise en œuvre, de préparation et de mise en œuvre de ces investissements, les progrès qui étaient faits pour assurer la redevabilité et la gouvernance des agences d'exécution de ces investissements. Et donc nous nous sommes mis d'accord avec les autorités pour accélérer les décaissements, l'utilisation, parce que le décaissement est déjà fait, mais l'utilisation de ces fonds. Et donc il y a, je crois, plus de 500 millions de dollars qui sont prévus d'être dépensés dès cette année pour ces dépenses. Et enfin, est-ce qu'il pourrait y avoir des financements supplémentaires? Oui, d'une part parce que c'est un programme sur 3 ans, avec des revues tous les 6 mois,
Donc la prochaine revue, on commence déjà à travailler. Concernant le secteur monétaire, la conclusion de la deuxième revue donne droit à un tirage immédiat d'un montant de 203 millions de dollars américains au titre d'appui à la balance de paiement. Ces financements permettra de conforter davantage les niveaux des réserves officielles de la République démocratique du Congo. La poursuite de la stabilité du taux d'échange reste le fruit de la coordination des actions menées par le gouvernement et la Banque centrale du Congo dans la conduite de la politique budgétaire et de la politique monétaire, attestée notamment par une stricte observation du pacte de stabilité et le suivi rapproché des facteurs de liquidité au niveau de la Banque centrale du Congo. Autre information à présent, le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, vient de lancer le projet d'Opera House en RDC et en Guinée, un projet qui sera mis en exergue pour une durée plutôt de 3 ans. Il consiste à décentraliser et rendre opérationnelle le plateforme pour une approche une seule santé, parce que la RDC et la Guinée se retrouvent être 2 pays fortement affectés par des maladies à potentiel épidémique. C'est un honneur pour ma part de présider la présente cérémonie de lancement officiel du projet décentraliser et rendre opérationnelles les plateformes Une seule santé d'Opéros en sigle en République démocratique du Congo. Notre pays, à l'instar d'autres, porte un lourd fardeau des maladies émergentes et réémergentes affectant sérieusement la santé de nos concitoyens et la vie de toute notre communauté. La plupart de ces maladies émergentes et réémergentes sont fortement associées aux multiples contacts étroits entre les humains, les animaux et l'environnement, avec un potentiel épidémique très élevé. À titre illustratif, les épidémies de la maladie à virus Ebola qui ont sévi en République démocratique du Congo ou en République de Guinée constitue un exemple très éloquent. La prévention et la prise en charge de ces maladies tiennent compte non seulement du secteur de la santé humaine, mais également de celui de la santé animale et des facteurs socio-écologiques dans lesquels évolue l'être humain. C'est dans ce sens que l'approche Une seule santé ou One Health considère le lien intrinsèque entre la santé humaine, animale et environnementale, j'aimerais ajouter également végétale. Cependant, au dépit de plusieurs initiatives, Une seule santé, notamment en RDC, il n'existe pas une démarche systémique qui soit effectivement opérationnelle au niveau de la base communautaire. C'est dans cet esprit que le projet d'Opéros, dont j'ai l'honneur de lancer aujourd'hui, a vu le jour avec le concours financier du Centre de coopération internationale en santé et développement du Canada, CCISD en sigle, que je remercie vivement. Ainsi, je déclare lancer le projet d'Opéros en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat informe l'opinion nationale et internationale via un communiqué l'ampleur de la spoliation de biens, maisons et villas du domaine privé de l'État tel que révélé par la commission d'identification a été alimentée durant des années par complicité. Suivi. Le ministère de l'Urbanisme et Habitat que dirige son Excellence Puisse Mwabilou dissuade toute personne à participer à une opération de spoliation de biens de l'État. Kinshasa, 6 juillet 2022, le ministère de l'Urbanisme et Habitat informe l'opinion nationale et internationale que l'ampleur de la spoliation de biens, maisons et villas du domaine privé de l'État, telle que révélée par la commission d'identification, a été alimentée durant des années par la complicité de plusieurs dignitaires appuyés par les agents véreux de l'urbanisme et habitat, affaires foncières et justice.
Le ministère de l'Urbanisme et Habitat salue les résultats positifs de la campagne menée sur instruction du président de la République, chef de l'État, pour récupérer l'ensemble de biens spoliés et porte à la connaissance du public que de nouvelles tentatives de spoliation ont été récemment recensées et déjouées. C'est le cas des villas situées à Loubefou, 27 Kaouka, 182 avenue Paulo Maurice, 9 Cocotier 12 dans la commune de La Gombe. Le ministère de l'Urbanisme et Habitat affirme que les biens de l'État sont imprescriptibles, indisponibles et inaliénables, sauf autorisation expresse de la haute hiérarchie matérialisée par des actes réglementaires de désaffectation et d'attribution du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Constitution 18 février 2022, article 160 et suivant la loi dite foncière. Ainsi, le ministère de l'Urbanisme et Habitat encourage la population congolaise, où qu'elle soit, à jouer un rôle majeur dans la sécurisation de son propre patrimoine et à dénoncer tous les cas suspects de tentatives de spoliation de biens de l'État. Fait à Kinshasa le 6 juillet 2022 pour la cellule de communication Jules Kidinda Kamwanga, conseiller en communication et des questions politiques. Les centres interdiocésains de Kinshasa a servi des cadres pour la 14e assemblée plénière ordinaire de l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale qui regroupe les églises des 3 pays de la région des Grands Lacs. Une réunion statutaire qui intervient chaque 3 ans dans l'objectif de passer en revue les situations socio-pastorales de la région. Suivez. Merci. Il s'agit de la 14e assemblée plénière ordinaire de la CEAC. La CEAC, c'est l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale qui regroupe les églises des 3 pays de la région des Grands Lacs, à savoir le Burundi, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc c'est une réunion statutaire qui se tient, selon les statuts, qui se tient tous les 3 ans. La dernière a eu lieu ici à Kinshasa en 2019. Et celle-ci, elle devait naturellement intervenir dans le cadre de la visite du pape. Quoique cette visite soit reportée, elle se maintient dans cette même effervescence. C'est comme ça que vous voyez tous ces évêques qui viennent des 65 diocèses. Nous en avons 48 au Congo, 9 au Rwanda et 8 au Burundi. Les évêques ont l'habitude de commencer par implorer l'Esprit Saint, qu'ils puissent les éclairer. C'est vraiment le premier point de la rencontre. Et ils vont échanger sur la situation socio-pastorale dans la région. Chaque conférence va présenter son paysage socio-pastoral qui inclut les phénomènes sociaux, politiques et ecclésiaux. Et puis ils vont écouter les rapports des différentes commissions en commençant par celui du secrétariat général et puis les commissions statutaire, commission justice et paix, commission Caritas à CEAC, mais il y a aussi l'Institut supérieur pour la paix et la réconciliation basé à Bukavu qui a été mis en place depuis 2011 et qui est un outil de vulgarisation de la paix dans la région. Mais ils auront aussi à faire une méditation. Ils vont réfléchir, méditer, approfondir l'encyclique du pape François, Fratelli Tutti, tous frères, parce que comme vous le savez, la région, mais ça tombe bien, c'est pas pour ça que l'intitulé a été arrêté, mais ça coïncide avec cette turbulence dans la région, qu'on réfléchisse sur le sens chrétien d'être frère. Donc l'encyclique Fratelli Tutti, tous frères, nous interpelle à savoir comment nous pouvons répandre une fraternité, non seulement sacramentelle, mais aussi une fraternité universelle. Donc cette méditation sera conduite par un invité qu'ils ont voulu avoir au cours de cette rencontre, Monseigneur Guy Arpigny, évêque du diocèse de Tournai en Belgique. Merci, vous savez, je connais ces rencontres depuis longtemps. Et même quand il y avait des conflits entre nos pays,
nous nous sommes toujours rencontrés. Ces rencontres sont pour moi très importantes. Elles signifient que la fraternité, l'amour que nous devons avoir entre nous, eh bien, sont supérieurs à tout ce qui peut diviser les hommes, sont supérieurs à tous les conflits qui peuvent exister. Et nous nous connaissons bien, nous nous rencontrons souvent, ce qui fait que ce sont aussi des rencontres agréables, ce sont des rencontres où nous sommes heureux, où nous sommes contents de nous revoir. Vous savez, tous nos pays sont, je n'ose pas dire composites, ce sont nous avons des séquelles de la colonisation. La composition de ces pays qui fait qu'il y a des populations du même groupe des deux côtés, que ce soit du côté rwandais, que ce soit vers l'Angola ou dans d'autres régions. En Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson annonce sa démission comme chef du parti conservateur et par conséquent sa future démission comme chef du gouvernement. Suivez sa prise de parole. Good afternoon. Bonjour. Thank you. Merci. Il est clair maintenant que le Parti conservateur souhaite qu'un nouveau chef de parti, un nouveau Premier ministre prenne place. Et je suis tombé d'accord avec l'état-major du Parti conservateur. Les élections devraient commencer maintenant. Nous devrions commencer les procédés pour la semaine prochaine et je désignerai un remplaçant jusqu'à ce moment-là. J'aimerais dire aux millions qui ont voté pour nous en 2019, nombreux sont ceux qui ont voté conservateur pour la première fois de leur vie. Merci pour ce mandat, la plus grande majorité du Parti conservateur depuis 1972. La raison pour laquelle je me suis battu ces derniers jours pour continuer à délivrer, à réaliser ce mandat, eh bien, ce n'est pas simplement du fait de ma volonté personnelle, c'est aussi parce que c'est mon devoir, mon obligation devant vous. Bien sûr, je suis très fier des réalisations de ce gouvernement. Nous avons fait passer le Brexit et tant d'autres réalisations. Nous avons retrouvé un pouvoir pour créer nos propres lois dans notre Parlement. Nous avons traversé la période de la Covid. Nous sommes sortis des confinements et nous avons fait face à Poutine. J'aimerais maintenant dire au peuple d'Ukraine que je sais que nous, au Royaume-Uni, continuerons de vous soutenir dans votre combat pour la liberté aussi longtemps que nécessaire. Dans ce pays, nous allons lancer un programme d'investissement, d'infrastructures et de compétences le plus grand du siècle, car j'ai foi en le génie et l'imagination humain. Je sais que ce génie se trouve dans la population de façon homogène. Et c'est pour cela que nous devons continuer de libérer ce potentiel au Royaume-Uni. Et si nous arrivons à le faire, nous serons le pays le plus prospère d'Europe. Ces derniers jours, j'ai tenté de persuader mes collègues qu'un changement de gouvernement serait hasardeux, alors que nous avons un mandat si lourd, tant de choses à faire, et même si les sondages sont plutôt positifs, la scène économique est difficile sur le plan national et international. Je regrette de dire que je n'ai pas réussi à persuader mes collègues. Malheureusement, je ne pourrai pas mener à bon port ces idées. Et pour finir, au Nigeria, plusieurs centaines de détenus, dont une soixantaine de djihadistes, se sont échappés mardi soir d'une prison située en banlieue d'Abuja, capitale du Nigeria, après une attaque présumée de Boko Haram. Regardez.
Au moins 600 détenus se sont évadés d'une prison d'Abuja à la suite d'une attaque survenue dans la nuit de mardi à mercredi. Les autorités nigérianes ont désigné le groupe djihadiste Boko Haram comme responsable de cette évasion de grande ampleur. L'organisation terroriste a ainsi pu libérer plusieurs de ses membres détenus au sein du centre de détention de Kuje, situé dans la capitale. Selon le secrétaire permanent du ministère de l'Intérieur nigérian, des individus décrits comme très déterminés se sont introduits dans l'enceinte de la prison vers 10 h du soir. Munis d'explosifs, ils sont parvenus à forcer la porte du bâtiment, tuant ainsi un des gardiens. Sur 600 détenus qui ont pu prendre la fuite, environ 300 ont été rattrapés par les forces de sécurité. Le nord du Nigeria est le théâtre depuis plus d'une décennie d'une insurrection portée par Boko Haram. Le conflit a causé au moins 35 000 morts et le déplacement de 2 millions de personnes selon l'ONU. L'année dernière, les rebelles avaient mené une attaque similaire dans l'état d'Imo, parvenant à libérer plus de 1800 détenus. Ce journal est fini, mais avant tout, je rappelle ce qu'a été les principaux titres. La tripartite de Luanda sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo vient de se terminer mercredi soir par l'établissement d'une feuille de route sur la relance de la commission mixte RDC-Rwanda. C'est depuis une année que les chercheurs de la République démocratique du Congo et de la République des Guinées ainsi que de partenaires du Centre de coopération internationale en santé et développement du Canada travaillent sur le projet d'Opéraus, dont l'objectif consiste à décentraliser et rendre opérationnelle les plateformes pour une approche, une seule santé. Je renferme complètement cette édition. Merci à Olivier Macaille d'avoir coordonné cette grande édition. Je vous retrouve très prochainement, mais d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.